Voilà, je vous remercie de votre présence. Merci à quelques amis que je vois dans la salle. Pour vous parler donc, pour poursuivre en fait la réflexion qui a été commise déjà par plusieurs de mes amis et membres de l'Académie autour du sujet du fait de savoir si l'économie est juste. Et dans l'économie n'est pas juste. Donc on pourrait s'arrêter là, parce que finalement, ce n'est pas son but. Et dans les sujets qui m'a été demandé de traiter, je voudrais vous parler de la crise. Alors, la crise est un terme extrêmement générique, et je ne pourrais pas m'empêcher de resituer ce qu'on traverse comme événement économique dans un contexte plus large. Mais je crois que la première chose à comprendre quand on parle d'économie, et c'est finalement la matière que j'enseigne à l'université, c'est que rien en économie n'est science absolue. C'est-à-dire que l'économie en tant que telle n'est déjà pas une science, c'est en fait un produit dérivé au mieux de la sociologie, de l'anthropologie, peut-être de la psychiatrie, avec un arrière-plan politique. Et donc, il n'existe pas de science économique absolue. Il peut y avoir des pensées économiques, des courants de pensée, des formulations, des intuitions, mais ce seront au mieux des pensées saillantes et de toute façon extrêmement éphémères. Et quand je pense à l'économie, je ne peux pas m'empêcher de faire une référence à cette fameuse phrase de Nietzsche que citait souvent De Gaulle en disant « Rien ne vaut rien, il ne se passe rien, mais pourtant tout arrive et cela est indifférent ». Finalement, l'économie est une discipline qu'on veut à part, mais qui est une dilution d'un ensemble de concepts qui sont ceux que je viens de citer. Et puis d'autre part, j'ai envie de vous citer aussi Mauriac, qui disait « Rien n'existe, rien ne dure », parce qu'il n'existe non plus aucune vérité en économie. Et s'il en existait une, peut-être la connaîtrions-nous. Il existe, je l'ai dit, beaucoup de courants de pensée économique, et tous sont arrivés au fait que l'économie était quelque chose de relatif, et qu'il fallait se limiter, bien humblement, à accepter cette relativité. La seule chose qu'on puisse sans doute suggérer, c'est que dans le contexte d'économie de marché dans lequel nous évoluons, c'est que l'économie est sans doute l'allocation efficace des ressources. C'est en tout cas ce que j'ai appris à l'université, et je reconnais à mes professeurs ici que j'ai eu il y a une trentaine d'années. Mais qu'est-ce que c'est l'allocation efficace des ressources? C'est extrêmement difficile à déterminer parce que d'abord les ressources sont elles-mêmes évolutives, sont intangibles. On a souvent confiné les facteurs de production au travail et au capital alors qu'on sait que l'innovation, la créativité sont autant de facteurs de production. Et l'allocation efficace est elle-même quelque chose qui est sujet à débat. Il y a eu de grands penseurs comme Smith qui sont partis de l'idée que finalement, de manière empirique et inductive, l'allocation optimale, ou en tout cas efficace, découlait d'un agrégat d'égoïsme individuel, tandis que d'autres, et je pense plutôt à Marx ou Engels, ont pu imaginer qu'il était possible structurellement d'arriver à une allocation efficace qui conduisait à un certain bien-être charpenté, ou en tout cas pensé à l'avance. C'est compliqué à dire. Quoi qu'il en soit, une crise, telle que celle que nous la traversons maintenant, est un point de discontinuité. C'est un point de discontinuité entre deux États, mais là aussi, tout n'est que crise, puisque l'économie étant un flux de facteurs, un flux d'expression numérique, un flux d'expression symbolique, pourquoi est-ce qu'une crise pourrait être singularisée mieux que tout autre événement? Et sans doute parce que le point de discontinuité en termes mathématiques est plus important que ce qu'on voit dans des périodes un peu plus apaisantes. Mais dans cette perspective, on pourrait imaginer que les crises, et c'est le sujet d'aujourd'hui, sont des expressions autocorrectrices de la discipline, ou en tout cas de la formulation de l'économie de marché. En d'autres termes, les crises sont consubstantielles à une certaine allocation efficace des ressources. Je répète, c'est une vision qui est limitée. D'aucuns diront que le facteur social est écarté de manière un peu lapidaire par cette allocation efficace des ressources. C'est sans doute le cas, mais je reviendrai tout à l'heure. Alors, je voudrais parler de la crise qu'on vient de traverser maintenant, parce que c'est une crise finalement qui nous paraît importante, qui à l'aune de l'humanité ne l'est pas du tout, mais dont l'aboutissement final sera, je crois, la mise en cause de la stabilité de certains symboles.
en tout cas de certains artefacts, de certaines expressions numériques, certaines expressions relatives, comme par exemple la dette et la monnaie. Et je voudrais, pour arriver à cette conclusion, vous demander de me suivre dans cet exposé qui va repartir de la crise d'avant 2008 pour arriver à certaines conclusions. Tout d'abord, la crise de 2008 a été brutale. C'est une crise d'endettement. C'est une crise d'endettement qui reflète elle-même un déplacement de richesse dans le monde. Parce que qui dit excès d'endettement dit qu'il y a autant de créanciers que de débiteurs qui sont impliqués dans cet excès d'endettement. Et donc, s'il y a des créanciers, c'est qu'il y a des débiteurs. S'il y a des débiteurs, c'est qu'il y a des créanciers. Ce qui s'est passé, c'est que les centres de gravité du monde ont évolué et que certains pays en développement sont devenus les créanciers, entre autres, de pays plus développés. Il y a donc eu des mutations dans le centre de gravité de l'endettement. Et quand on a découvert, ou en tout cas fait mine de découvrir cet excès d'endettement, on l'a d'abord appelé la crise des subprimes, vous vous en souvenez. Qu'est-ce que c'était la crise des subprimes? C'était finalement là aussi un micro-événement, puisque ça a été la révélation du fait que certains crédits hypothécaires américains avaient fait l'objet d'excès, ou en tout cas avaient été octroyés à des personnes qui n'avaient pas la surface financière pour les rembourser. Mais ce que la crise des subprimes a révélé en 2007-2008, c'était en fait justement cet excès d'endettement qui avait pris une formulation étonnante, à savoir que l'endettement était devenu confus dans son expression contractuelle, en tout cas dans sa formulation économique. Et on sait qu'après la révélation de la crise des subprimes, tout s'est écroulé. Et c'était donc le crash, c'était la panique, c'était ce que certains ont appelé le capitalisme, l'apocalypse. Je me souviens encore de certains qui invoquaient d'ailleurs la divinité en qualifiant la crise d'eau lustrale du capitalisme. Je ne suis pas sûr que l'expression était tout à fait correcte. Alors, je disais tout à l'heure que les crises étaient des phénomènes autocorrecteurs. Il y a une chose qui est très très étonnante à singulariser et que je partage avec vous, c'est que quand des points de discontinuité majeurs sont constatés dans la valorisation des actifs, c'est d'habitude qu'ils sont de loin en loin corrélés, j'ai bien dit corrélés et pas causés, par des développements technologiques ou des mutations sociologiques importantes. C'est-à-dire que chaque fois que le monde, et c'est souvent par palier que le monde avance, découvre de nouveaux moyens de mobiliser les facteurs de production, qu'on parle de capital, de travail ou qu'on exprime l'innovation, et en partant de l'idée que cette mutation soit suffisamment rapide et, on va dire, notable pour être un point majeur, une crise apparaît. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme les bourses, comme les lieux d'échange ont comme fonction d'exprimer la valeur sur base de l'utilité future des biens, si à un moment, un événement conduit à altérer la valeur future des biens, immanquablement, le prix des actifs qui sont mesurés au travers des lieux d'échange est affecté à la hausse ou à la baisse. En d'autres termes, quand un développement technologique ou de déplacement des facteurs de production importants est constaté, c'est un tout petit peu comme si le prix du futur se modifiait, c'est-à-dire qu'on devait, de manière scalaire, remettre la valeur des biens qui font l'objet de l'échange. Et c'est ainsi qu'on peut, je disais, corréler, par une sorte de jeu d'affinité, les grands développements technologiques qui ont été traversés depuis 2 siècles, à commencer par la révolution industrielle en Angleterre du milieu du XIXe siècle, avec des crises boursières importantes. Par exemple, quand on a popularisé l'automobile, le télégraphe, le train, le téléphone, l'humanité s'est rendu compte dans sa fonction d'échange que le métrage du futur avait changé, qu'on pouvait plus rapidement qu'auparavant transporter des matières et des hommes, ou qu'une innovation allait développer ou allait donner naissance à une autre innovation, et le monde alors remettre les valeurs, et ça conduit souvent à un crash. Alors pourquoi est-ce que ça conduit à un crash
à la baisse et pas à la hausse, alors que si les choses vont mieux, on pourrait imaginer que finalement le crash soit plutôt une élévation des cours, parce qu'il y a une succession d'une hausse de cours et en suivi d'une baisse de cours. Dans un premier temps, il y a un phénomène d'enthousiasme, d'exubérance, de mauvaise qualité d'information quant à la réalité des développements technologiques. Et puis quand l'humanité intègre progressivement la réalité de ces développements technologiques, il y a en fait une chute qui est en fait le reflet de la banalisation de ce qu'on vient de découvrir. C'était typiquement le cas, je reviendrai, lors de la crise Internet des années 2000. Internet a évidemment changé le monde en termes d'accessibilité à l'échange d'informations, et à l'échange de la marchandise d'ailleurs. Il y a eu un phénomène d'enthousiasme, d'exubérance, qui a conduit à une élévation extrêmement importante des cours de bourse, avant tout d'un coup que le facteur Internet soit incorporé dans le monde de demain et conduise de manière, on va dire, presque logique et mécanique à une chute des cours, reflétant cette même banalisation. Et donc toutes les grandes crises peuvent être corrélées à des facteurs, à des découvertes importantes. Et en 1929, alors on sait que ce ne sont pas les seuls, c'est pour ça que j'ai parlé de corrélation et pas de causalité, ce ne sont pas les seuls éléments qui justifient les crises ou qui expliquent les crises. Par exemple, il y a souvent des phénomènes monétaires, des phénomènes de raréfaction alimentaire qui peuvent intervenir, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des points marquants. Par exemple, en 1929, c'est assez frappant de voir que c'est l'année au cours de laquelle, aux États-Unis à tout le moins, la proportion de la population active qui a commencé ou qui travaillait dans les usines a dépassé la proportion de la population active qui était utilisée dans l'agriculture. Donc en fait, le monde a basculé de l'agriculture vers la manufacture dans les années 28-29, ce qui a conduit là aussi à devoir remettre un ensemble de valeurs boursières, étant donné qu'on quittait un lieu de production qui était passif, voire contemplatif, c'est-à-dire la nature, pour entrer dans une mécanisation beaucoup plus poussée de l'économie. Dans les années 70, on a aussi beaucoup de crashs d'origine en partie monétaire, mais qui ont été liés au développement de l'informatique. Et finalement, le crash le plus important qu'on a traversé est à mon sens celui de l'année 2000-2001 et pas du tout celui de l'année 2008, parce qu'on a donc découvert, ou à tout le moins popularisé Internet. On s'est rendu compte qu'on pouvait transporter de l'information et du capital à la vitesse de la lumière. C'est aussi l'année au cours de laquelle nous avons dû tous admettre de loin en loin que nous n'étions plus protégés par notre géographie. Puisque si le capital et l'information, de manière fluide, un peu comme dans une exosphère, peuvent passer d'un bout à l'autre du planisphère, alors l'humain n'est plus obligé de suivre les foyers ou les gisements de croissance pour trouver sa prospérité. La prospérité peut lui échapper par le transfert de l'information et du capital. Et donc c'est vraiment une mutation importante qui s'est combinée en plus avec la globalisation physique, c'est-à-dire à l'ouverture des marchés dans les pays de l'Est. Et le crash de l'année 2008, qu'on imagine aujourd'hui, en tout cas qu'on situe aujourd'hui comme étant le crash séminal, est certainement uniquement la réplique sismique du crash de 2000, puisque après l'année 2000, les autorités monétaires ont décidé de baisser les taux d'intérêt à manière telle que les prix des actifs soient soutenus, et c'est sans doute cette baisse de taux d'intérêt, maintenue pendant très longtemps, voire excessive, qui a conduit, quelques années plus tard, à un crash de crédit qui est celui de l'année 2008. Les banques centrales ont sans doute d'ailleurs fait une énorme erreur en gardant les taux d'intérêt trop bas pendant trop longtemps, mais il est vrai qu'à l'époque, la globalisation, non pas d'Internet, mais la globalisation physique, je parle de l'ouverture des marchés à la Chine et à l'Inde, demandait des besoins d'infrastructures et des besoins de financement d'infrastructures extrêmement importants, qui eux-mêmes n'étaient autorisés que par une politique de taux d'intérêt très basse. Et donc voilà où on en est. On a des facteurs exogènes, des découvertes qui créent des points de discontinuité, des points de rupture, des éléments fractals dans le déroulement du progrès humain. Ceux-ci se reflètent en matière boursière avec des points de discontinuité qu'on appelle des cracks. Je voudrais aussi peut-être aussi ajouter un mot sur ce qu'on appelle le risque systémique. On a beaucoup parlé en 2008 du fait qu'on avait frôlé le risque systémique, c'est-à-dire le risque de système. Et je me suis toujours insurgé contre cette formulation parce qu'il n'est pas de risque systémique. Le risque systémique en tant que tel, c'est le risque d'un système qui s'arrête.
Et à partir du moment où l'entièreté de l'économie marchande fonctionne selon des symboles qu'on appelle des monnaies par exemple, il ne peut pas y arriver, il ne peut pas arriver de risque systémique. Parce que la concrétisation du risque systémique serait simplement l'abandon d'un étalon pour en adopter un autre. Et donc en tant que tel, le monde continue à tourner, c'est simplement sa représentation numérique qui peut changer le cas échéant, mais l'économie réelle n'est que très très imparfaitement ou très lointainement touchée par un éventuel risque systémique. Le seul danger d'un risque systémique, c'est qu'en fait c'est le grand soir de Marx, si tant est qu'on puisse en parler, à savoir que c'est un risque qui est non diversifiable, puisque c'est un risque qui, s'il se concrétisait, remettrait à zéro ou dans d'autres formulations les valeurs qu'on utilise, telles les monnaies. Alors je crois aussi que cette crise de 2008 a été, et c'est un propos qui s'inscrira, je crois, plus logiquement dans la trame des exposés qui vous sont proposés, est aussi, pour nos économies européennes, et spécifiquement en Belgique, une profonde immersion dans l'économie de marché. On a en fait en Belgique pendant très longtemps vécu dans une illusion de croissance qui a été entretenu par ce que l'économiste français Fourastier avait qualifié des 30 glorieux, c'est-à-dire les 30 années de croissance d'après-guerre, au motif que ces 30 années d'après-guerre étaient un modèle de croissance et que tout ce qui en déviait était en fait une crise. D'ailleurs, je me souviens avoir entendu il y a quelques années quelqu'un qui m'avait dit, en fait, depuis 1973, on est en crise en permanence. Eh bien, en fait, les moments de développement, les moments de croissance dans l'humanité sont l'exception. La trame normale de l'humanité, c'est la crise, c'est la guerre, c'est l'appauvrissement, c'est la famine. Et quand l'humanité traverse des périodes de paix et de prospérité, c'est plutôt une exception. Donc, nous devons peut-être changer le référentiel et de faire du référentiel une exception, puisque aujourd'hui, on constate que depuis à peu près 40 ans, on est dans une économie qui est en crise, ou en tout cas en changement. Mais la crise de 2008 nous a forcés à réaliser que la charnière des années 70 avait grincé et avait fermé la porte sur une période d'économie heureuse qui nous avait échappé depuis bien longtemps. Alors, l'autre chose aussi qu'il faut partager, c'est que je crois qu'en économie, je parlais du fait que beaucoup de choses ou que tout n'était que symbole. Le symbole ultime, c'est la monnaie. Le symbole ultime, c'est la monnaie. C'est en fait, la monnaie, c'est un phénomène d'adhésion collective, qui consiste à ce qu'on attribue un symbole dont on donne le privilège régalien d'impression à l'État, un symbole auquel on donne le pouvoir d'être ce qu'on appelle un super-objet, par rapport auquel tous les autres sont mesurés. Donc la monnaie en tant que telle n'existe pas, c'est simplement une représentation mentale. Mais la monnaie est en même temps importante en ce qu'elle a, au-delà de sa fonction d'échange, une fonction de thésaurisation. Et la thésaurisation permet l'investissement. Donc, la valeur de la monnaie, ce qu'on appelle l'ancrage nominal de la monnaie, reste important dans les économies. On ne peut pas dire que si la monnaie n'est que symbole, son ancrage nominal par rapport à l'économie réelle est non pertinent. Oui, il est pertinent. Eh bien, nous avons vécu en fait deux phases d'inflation et de modération inflationniste qui sont importantes à souligner depuis les années 60. En fait, dans les années 60, a débuté, s'est embrasée une vague d'inflation qui a conduit à une ruine importante d'énormément de rentiers, en tout cas de capitalistes. En fait, l'érosion monétaire a appauvri les titulaires de capitaux et en grande partie a bénéficié aux travailleurs qui voyaient leur salaire indexé par différents phénomènes de protection sociale qu'on avait pu construire dans les années 60 et 70. Et dans les années 80, s'est passé un changement idéologique. C'est ce qu'on a assimilé à l'accession au pouvoir d'Reagan en 80 et de Thatcher en 79, à savoir que le centre de gravité de l'ancrage nominal de la monnaie a changé
Plus concrètement, la période d'inflation qui s'est arrêtée en 1985 a été suivie par une période de désinflation, de modération d'inflation, qui a conduit en fait à protéger les capitaux dans la logique de ce que Reagan et Thatcher avaient promis. Et c'est important parce que ça veut dire que cette protection des capitaux a conduit à certaines inégalités sociales. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par l'ouvrage majeur de Piketty sur le capitalisme au XXIe siècle, il y est fait mention, à savoir que cette lutte contre l'inflation, cette désinflation de l'économie, a conduit au renchérissement du montant des capitaux et au pouvoir des capitalistes au détriment du facteur de production travail. On va dire que c'est la poursuite de cette logique de désinflation ou d'inflation ou de déflation, comme on la qualifie maintenant, conduit exactement à ce phénomène d'inégalité qu'on constate depuis 2-3 ans, en tout cas inégalité qui s'aggrave. Ça veut aussi dire sans doute que la crise de 2008 a été de loin en loin, de manière subliminale, peut-être aussi un signal que cette modération d'inflation n'était pas tenable. Et finalement, si moi j'ai une intuition sur cette crise, au-delà de ce qui s'est passé, pour me projeter dans ce qui pourra se passer, je pense que cette protection du capitalisme qui était entretenue par cette désinflation de l'économie est peut-être arrivée à son terme et que cette crise signifiera de loin en loin, peut-être aussi une revanche du facteur de production travail sur le facteur de production capital, au motif qu'il ne sera pas possible de continuer à désinflater l'économie comme on l'a fait depuis maintenant une trentaine d'années. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. L'autre élément qui est lié à ce phénomène monétaire, c'est que l'importance de la crise se reflète aussi dans l'importance des dettes publiques. Alors, qu'est-ce que c'est une dette publique? C'est quelque chose qui relève aussi du symbolique. Parce que finalement, la dette publique est simplement la conviction que l'ordre sociopolitique sera maintenu de manière suffisamment robuste pour que celui qui a prêté à la collectivité, à la formulation qu'on appelle l'État, presque au sens de Hegel, sera honoré. On verra si ce serait le cas. Mais en tout cas, l'importance des dettes publiques est révélée par cette crise et par le manque de croissance qui y est adossé. Il est donc presque intuitif que, si tant est que la monnaie, à un moment, est réinflatée, parce que sa désinflation crée des inégalités, la dette publique, qui est un contrat social, moral, qu'un certain ordre sociopolitique entretient, sera peut-être lui aussi mis en défaut, comme la monnaie, partant de l'idée qu'un euro de dette publique et un euro de monnaie, c'est a priori la même chose, sous réserve du maintien de l'ordre socio-étatique. Et donc, il est tout à fait possible que l'économie s'oriente ou vers une réinflation qui est en fait une dilution de la monnaie pour en corriger, on va dire, le caractère ascétique, ou vers, et c'est plutôt ma théorie, des abattements de dette publique, c'est-à-dire des changements dans l'ordre sociopolitique qui ne seront que le reflet du fait que l'État ne pourra pas être à la hauteur des engagements qu'il avait pris, ou à tout le moins que la population n'acceptera pas que l'État pour lequel elle vote soit à la hauteur des engagements qui étaient pris par le passé. Alors, je voudrais, dans ce cadre, vous mettre en évidence, avant de repartir sur la monnaie, remettre en évidence un graphique ici qui est, je trouve, parlant et que j'utilise assez souvent dans des présentations, qui agrège 3 données, qui agrège tout d'abord l'importance des dettes publiques, c'est-à-dire du circuit paramonétaire créé par une population vis-à-vis de son État, par rapport au PNB. On voit ici que c'est un montant important qui se lit sur l'échelle de droite, avec aujourd'hui des dettes publiques qui sont quasiment égales à 100%, voire plus, du produit national brut. On est donc dans une situation aujourd'hui, en termes d'endettement public,
qui est inédite depuis 2 siècles, sachant que ce graphe couvre l'ensemble des pays développés depuis la fin des guerres napoléoniennes. Donc on a des dettes publiques qui sont au plus haut en 2 siècles. On a en jaune, et ça se lit sur l'échelle de gauche, le pourcentage des pays qui ont fait défaut, c'est-à-dire qui ont dû admettre qu'ils étaient incapables de payer tout ou partie des intérêts et ou tout ou partie du capital des dettes publiques. Et on se rend compte, sans que la corrélation soit extrêmement robuste, qu'il y a une certaine affinité entre les pourcentages, en tout cas les pics de pays qui ont fait défaut, et les évolutions de l'endettement public. Les défauts étaient bien plus fréquents au XIXe siècle qu'ils n'étaient maintenant, parce que la notion d'État était une notion moins homogène qu'auparavant, mais on voit qu'après les guerres, ou même avant les guerres, de grands phénomènes donc de défauts ont lieu. Et puis vous avez ici en rouge les phénomènes d'hyperinflation, c'est-à-dire d'inflation accélérée, sachant que l'hyperinflation est définie en économétrie comme étant une inflation qui dépasse 50% par mois. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand on complète le graphique jaune par le pourpre, on arrive à une meilleure corrélation, ce qui signifie, ou en tout cas ce qui illustre le fait que quand un État est trop endetté, ou bien il fait défaut, c'est-à-dire il se met en situation jaune et il admet qu'il est incapable de rembourser, ou bien il commence à rembourser avec de la monnaie de singe, c'est-à-dire de la monnaie qui ne vaut rien du tout. Ça s'appelle l'hyperinflation. C'était le cas, par exemple, de l'Allemagne en 1923. Et donc tout ça montre que finalement, dans cette crise, au-delà de la révélation, au-delà de ses origines technologiques, on est aujourd'hui devant d'autres problèmes. Et cette crise a muté de manière virale, avec des dettes publiques qui sont trop importantes et dont, je crois, la solution sera peu aimable, en tout cas, sera, pour ne pas dire franchement désagréable. Moi, il me semble en tout cas quasiment impossible que nous continuions à vivre dans un climat de déflation tel que nous le connaissons maintenant, ou en tout cas de manque d'inflation, sans qu'à un moment, il y ait au mieux des défauts et au pire certains pays qui s'écartent de l'étalon monétaire pour faire de l'hyperinflation. Ce ne sera pas le cas dans la zone euro. Donc dans la zone euro, on peut certainement s'attendre à voir dans les pays du Sud d'immenses défauts qui donc seront peut-être cet événement un peu inattendu qui sera le point fractal ou en tout cas le point de rupture de la solution de la crise. Alors, quand on parle de dette publique, quand on parle de crise, on doit aussi parler de l'euro. Et moi, l'euro, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu troublé, parce que c'est une construction artificielle, l'euro. La monnaie relevant du symbolique, elle est d'autant plus fragile, cette devise qu'on a créée en 99. Pourquoi a-t-elle été créée, d'ailleurs? Parce que finalement, il y a dû bien y avoir un facteur déclenchant. Eh bien, c'est la réunification allemande. C'est la réunification allemande qui a créé l'euro. Sans réunification allemande, il n'y aurait pas eu d'euro. Donc c'est quand même singulier de penser que nous sommes aujourd'hui dans un système qui a traversé une dilution des étalons monétaires individuels pour rentrer dans une monnaie unique, parce qu'un pays a été réunifié. En fait, à l'époque, il faut relire les mémoires de Mitterrand à ce sujet-là, à l'époque de la réunification allemande, la plupart les 4 puissances occupantes de l'Allemagne étaient très inquiètes. Étaient très inquiètes parce qu'ils avaient d'abord toujours soupçonné un pan-germanisme latent, et c'est vrai que l'Allemagne est un pays qui a toujours été caractérisé par le fait que sa population ne coïncidait jamais avec son territoire. Parfois, elle s'étendait trop par rapport à son territoire, comme en 40-45 ou en 14-18, et parfois, elle était un peu plus confinée, comme c'est le cas maintenant, puisqu'une partie de l'Allemagne est toujours en Pologne. Et donc, les puissances occupantes ont eu peur des conséquences politiques, militaires, qui auraient pu être associées, ou en tout cas corrélées à la réunification allemande. Et ce sont les Français qui ont exigé l'euro comme étant une contrepartie au support politique à la réunification allemande. En fait, je crois que Mitterrand avait très peur de la puissance allemande. Il l'avait connue pendant la guerre, et il avait compris qu'une Allemagne réunifiée serait une machine de guerre. Il s'était donc dit, et je crois que la France finalement est le gagnant de l'euro, qu'en diluant la souveraineté monétaire de l'Allemagne dans un agrégat plus important, il empêcherait l'Allemagne de redevenir la puissance économique qu'elle avait été entre les deux guerres.
Et il a sans doute eu raison, en tout cas, dans la poursuite de cet objectif. Bien sûr, il aurait été insensé d'imaginer un euro qui soit uniquement avec des pays du nord de l'Europe et la France, parce que ça aurait dilué la France elle-même dans un agrégat monétaire plus important. Et c'est ainsi que la France a exigé que la plupart des pays du Sud, qui n'étaient ni prêts ni finalement désireux de rejoindre l'euro, puisque c'était des pays qui avançaient à coup de dévaluation compétitive, rejoignent la monnaie unique. Et c'est ainsi qu'on a, depuis 1999, une monnaie singulière qui regroupe des économies extrêmement asynchrones, différentes, dont les degrés d'industrialisation sont divergents et surtout dont les facteurs de production sont peu mobiles. Donc l'euro aujourd'hui est un facteur, je crois, de crise plutôt que de résolution de crise. Ceci étant, c'est intéressant de replonger dans l'histoire pour se rendre compte que les Français et les Allemands ont été, depuis à peu près le XIe siècle, dans un débat territorial et ou monétaire assez important. Et je passerai sur l'épisode de la Réforme. Mais en tout cas, si on commence le problème monétaire franco-allemand à la fin des guerres napoléoniennes, c'est-à-dire au traité de Vienne, on se rend compte que tout n'a été que débat entre le latin et le germain, en termes, je le disais, de territoire et de monnaie. Par exemple, après les guerres napoléoniennes, les Français ont dû payer 5 milliards de francs or aux Allemands, comme dommage de guerre qu'ils ont payé. En 1870, quand Napoléon III a essayé d'envahir l'Allemagne avant un mois plus tard de devoir abdiquer, les Français ont de nouveau dû payer 5 milliards de francs or qu'ils ont payés. Ça a d'ailleurs conduit singulièrement à une hausse des prix immobiliers à Berlin, parce qu'il y a eu un afflux d'or à Berlin qui a conduit à un phénomène léger d'hyperinflation. Les Allemands avaient été d'ailleurs prudents parce qu'ils avaient quitté la France en 1871 par 1/5 du territoire occupé, gardant l'Alsace et la Lorraine pour éviter que le paiement ne soit pas abouti. Quand en 1914-1918, les Français et les Allemands se sont trouvés à Versailles, il était évidemment question de dommages de guerre, plus important qu'en 1870, puisqu'à l'époque on a parlé de 132 milliards de francs or, dont je crois une fraction seulement a été payée, mais on sait que la France a exigé des dommages de guerre en termes physiques, en termes de production industrielle d'acier et de charbon très importants, qui ont conduit assez rapidement à des troubles politiques en Allemagne et surtout à l'hyperinflation de 1923 qui a consisté à déprécier les talons monétaires pour faire défaut. Après 40-45, on a reparlé de dommages de guerre. La discussion était un peu plus délicate parce que l'Allemagne avait été en grande partie détruite, mais la dette de 14-18 n'avait toujours pas été honorée et était encore valide. Il avait été convenu à l'époque d'ailleurs que les Allemands paieraient quand ils seraient réunifiés. Et finalement, l'euro a été accepté par les Allemands aussi comme prix de dommages de guerre de 14-18 qui n'avaient pas été honorés. Et donc, entre ces deux pays, ça a toujours été un peu compliqué. D'ailleurs, l'Empire allemand, le Deuxième Reich, a été signé à Versailles dans la Palais des Glaces après la victoire de Bismarck sur Napoléon III. C'est Strasbourg qui a été utilisé par la France pour signer, en tout cas pour faire admettre à l'Allemagne, donc la ville martyre par excellence, pour faire admettre que l'Allemagne devait rentrer dans l'euro. Donc c'était toujours très compliqué entre ces deux pays. Et donc on a une monnaie unique qui a été créée en 1999. Et pour avoir une zone monétaire, certaines conditions doivent être respectées. Il y a deux conditions importantes et puis une condition accessoire. Les deux conditions importantes, c'est d'avoir une mobilité du capital et d'avoir une mobilité du travail, c'est-à-dire qui soit supérieure dans la zone monétaire que dans la zone monétaire par rapport au reste du monde, qui est assez logique en fait, parce qu'à partir du moment où on veut une zone optimale, une zone monétaire unique, on doit pouvoir faire circuler le travail et le capital de manière plus fluide, c'est-à-dire moins visqueuse que ce qu'on ferait par rapport au reste du monde. Ces deux conditions ont plus ou moins été respectées, plus pour le capital que pour le travail. Mais l'autre condition accessoire qui n'a pas été respectée, c'était que les pays auraient dû se spécialiser selon leurs avantages concurrentiels. Et ça ne s'est pas passé. Donc bizarrement, on a recouvert l'Europe d'un voile monétaire
sans que l'industrie, sans que l'économie européenne ne se respécialise, en tout cas ne se modifie, ne se change sa morphologie pour respecter les attributs, les avantages concurrentiels des différents pays. Et c'est ainsi qu'on a, en fait, pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis 1999, vécu dans une économie qui a gardé un atypisme complet, ou en tout cas un nationalisme industriel, alors que normalement, l'euro aurait dû conduire au résultat inverse. Et donc l'euro porte en lui-même un immense vice de fabrication, qui est en fait cette absence d'unification non seulement fiscale et budgétaire, mais aussi industrielle. Alors, l'autre chose aussi dont on doit parler, c'est le fabricant de ce fameux euro, c'est-à-dire la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne est une réplique de la Bundesbank. C'est la seule devise qui est définie par rapport à sa propre dépréciation monétaire. Ce qui souligne d'ailleurs le rôle symbolique de la monnaie, puisque l'euro est une devise qui doit être imprimée à manière telle que le taux d'inflation qui l'affecte, c'est-à-dire sa dépréciation de pouvoir d'achat, soit de 2%. Donc c'est une monnaie qui est définie par rapport à sa propre précarisation. Elle n'est pas définie par rapport à un niveau d'activité économique, elle n'est pas définie par rapport à un niveau de cours de change, elle est définie par rapport à elle-même. C'est ce qu'on appelle une monnaie absolue, définie par rapport à un objectif d'inflation lui-même absolu, parce qu'il est de 2%. Eh bien, je crois que c'est un problème, et je crois qu'un jour ça va mal tourner, cette histoire, parce que finalement une monnaie ne peut pas être exogène à l'environnement économique dont elle est censée représenter la force ou la faiblesse. La monnaie découle du niveau d'activité économique. C'est une donnée relative, une donnée scalaire, comme je le disais, qui doit refléter la réalité économique. Eh bien, on a créé une monnaie absolue qui est déconnectée de ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est un véritable problème parce que les pays ne sont pas dans des situations homogènes, notamment suite au manque de spécialisation. Certains pays ont aujourd'hui une monnaie qui s'appelle l'euro, qui est pour eux une monnaie étrangère trop forte, tandis que certains pays ont une monnaie trop faible, je pense à l'Allemagne et à l'Hollande, par rapport à des monnaies individuelles qu'ils auraient eues et qu'ils auraient depuis longtemps réévaluées. Et ce problème est très très grave, parce qu'à partir du moment où la Banque centrale européenne n'a comme objectif que le propre taux d'inflation qu'elle constate, ça veut dire que la politique monétaire est uniforme dans toute la zone euro et ne peut pas être modulée selon les pays. Ce manque de modularité de la devise, évidemment, fera toujours des gagnants et des perdants, et donc conduira toujours à un manque de collaboration entre les exécutifs et la Banque centrale, au motif qu'une politique monétaire unique n'est pas transposable à un continent dont les éléments sont extrêmement disparates. Cet éloignement par rapport à l'exécutif est d'ailleurs aussi un problème, en tout cas, engage une certaine question démocratique, parce qu'on peut se demander comment il est possible que la représentation symbolique de la force d'une économie, non seulement soit exogène à l'économie réelle, mais soit en plus indépendante, dont on ne sait pas très bien quoi, mais à tout le moins des personnes qui sont censées gérer cette même économie. Et donc finalement, quand on prend les problèmes de l'euro, on se rend compte que pour beaucoup de pays, notamment les pays du Sud, ça s'assimile à un emprunt dans une devise étrangère qui est trop forte. Ça conduit d'ailleurs au fait, ce fameux euro, que certains pays affaiblissent leur système bancaire et s'affaiblissent de manière plus simple eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la monnaie devient un postulat et que la monnaie ne peut plus être utilisée comme un facteur d'ajustement, ça veut dire que la nature, l'expression symbolique des dettes publiques est hors de contrôle des États. Les États ne peuvent plus déprécier leur monnaie pour se faciliter la vie dans le remboursement des dettes publiques, voire même des dettes privées. Et ça conduit d'ailleurs à ce qu'on appelle la répression financière, à savoir que la plupart des pays européens
ont dû, en tout cas les banques de la plupart des pays européens, ont dû racheter les dettes publiques qui avaient été émises par ces mêmes États pour en contrôler de manière domestique, de manière nationale, la gestion. On a remarqué d'ailleurs depuis la crise de 2008, et ça montre à quel point l'euro finalement est une formulation viciée, que les dettes publiques qui étaient, dont le mélange en termes de créanciers, dont on va dire l'ouverture d'accès à de nouveaux créanciers avait été stimulée par l'euro, a été complètement renversée, retournée par la Banque centrale européenne, qui a exigé que les dettes publiques reviennent dans leur pays d'origine. Donc, auparavant, les Espagnols empruntaient auprès de créanciers allemands, italiens, slovaques, tchèques, belges, que sais-je, luxembourgeois. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que les dettes publiques ont remigré, et c'était en fait un effet bénéfique de l'euro d'avoir un champ de créanciers plus large. On se rend compte aujourd'hui que les dettes publiques ont remigré vers leur pays d'origine. Donc, en fait, chaque pays a repris le contrôle de sa propre dette publique. Donc bizarrement, alors que je disais, la dette publique et la monnaie sont l'expression du même phénomène sociopolitique, à savoir un certain droit de l'État d'imposer le pouvoir d'achat de sa monnaie et de pouvoir donner confiance en la dette qu'il émet, aujourd'hui la dette publique est renationalisée et donc devenue quasiment confédérale, tandis que la monnaie qui en est le reflet est un phénomène qui est fédéral, c'est-à-dire déterminé par la Banque centrale européenne. Et intuitivement, ça va évidemment conduire à des destructions de dettes dans les pays qui ne seront pas capables d'honorer leur dette publique redevenue domestique par rapport à la force de la monnaie qui est, elle, déterminée au niveau européen. Au reste, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est problématique. Et c'est pour ça que le fait que les Allemands aient refusé les eurobonds il y a quelques années était la négation de l'euro. Finalement, si on avait voulu une véritable monnaie européenne dont le reflet sous forme de dette publique était autant commun ou autant unique que ne l'était la monnaie, on aurait émis des eurobonds, on aurait unifié les marchés d'obligations, mais ça n'a pas eu lieu, et donc on va vivre pendant encore très longtemps dans une grande ambiguïté. Ça suit d'ailleurs la logique allemande, qui est d'origine, je crois, luthérienne, et qui est que l'épargne privée de chaque pays doit financer la dette publique des pays. Contrairement aux Américains qui considèrent que l'impression monétaire pour financer une dette et que donc finalement ce qui est important c'est que l'argent circule, les Allemands souhaitent, eux, que ce soit l'épargne qui soit canalisée vers le financement des dettes. Si cette logique continue à prévaloir comme c'est le cas maintenant, on aura, je le disais, des situations comme à Chypre, c'est-à-dire qu'à un moment il y aura une contraction, une déperdition, des défauts sur les dettes publiques qui sont à attendre dans les quelques prochaines années. Alors, on parlait de crise, mais on parle aussi de politique monétaire, on parle aussi de politique budgétaire. Pourquoi ? Parce que je disais, il n'y a pas d'économie absolue, il n'y a qu'une économie dans un cadre politique. Ce qui est absolument effrayant depuis le début de cette crise, et pour moi ça a été un choc presque de conscience politique, c'est qu'on a imposé au milieu de cette crise une terrible austérité, notamment dans les pays du Sud. On peut se demander d'ailleurs quelle est la théorie économique qui a pu alimenter ce réflexe, parce que, qu'on soit un lecteur de Smith, de Ricardo, de Keynes ou de Friedman, on sait que ce n'est pas pendant une crise économique, c'est-à-dire un tassement du niveau d'activité, qu'on doit imposer des mesures de rigueur qui sont un frein supplémentaire à ce manque de vigueur économique. Et bien pourtant on l'a fait. On l'a fait et on a donc mis dans la zone euro, qui était celle dont la Banque centrale européenne voulait imposer l'uniformité de la monnaie, on l'a fait dans les pays du Sud avec des résultats dévastateurs et aujourd'hui des économies qui ont perdu des dizaines de millions d'heures de travail, de créativité, d'espoir de la jeunesse dans le futur, simplement par une erreur de myopie politique. Et pourtant on savait depuis les années 30, que ce n'est pas au milieu d'une récession qu'on doit imposer l'austérité. Il doit y avoir un réflexe sociologique après les crises, qui est que quand on veut demander la rédemption d'un péché collectif qui est une crise, on se dit qu'en étant rigoureux,
en étant rectiligne, en étant ascétique, on résout la crise, mais malheureusement ça ne marche pas. C'est justement dans ces moments-là qu'on doit donner confiance à l'économie, et l'économie se portant elle-même, étant en apesanteur d'elle-même, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc il y a eu effectivement dans les années 20, dans les années 30, de nombreux exemples. Aux États-Unis, c'était Hoover avant Roosevelt, c'était Brüning avant Hitler, c'était Laval avant le Front populaire. Il y a de nombreux dirigeants qui ont imposé des politiques d'austérité sans succès. Ces dirigeants ont aussi gardé des parités monétaires qui se sont effondrées. Donc chaque fois qu'on a en fait voulu, au milieu d'une crise importante, imposer l'austérité, ça a été un suicide. Et donc c'est complètement autodestructeur. Quand on voit d'ailleurs, quand on combine d'ailleurs les problèmes de l'euro, en tout cas les vices de fabrication de l'euro, et les problèmes de résolution de la crise, on se dit que Friedman, qui en 1997 avait dit que l'euro serait plutôt un facteur de désunion politique qu'un facteur d'union politique, avait raison. Friedman, le monétariste prix Nobel, était arrivé très rapidement à la conclusion que l'uniformité dans la gestion d'une économie dont les éléments, les pièces mobiles sont asynchrones, est destructrice et constitue des foyers de ressentiment, notamment social. Et je crois qu'il a raison. Je ne serais d'ailleurs pas étonné qu'un jour l'euro soit un véritable enjeu idéologique pour de nombreux pays, ou en tout cas soit un facteur de contestation sociale. Je parlais des exemples de déflation, de rigueur, d'austérité. Il y a l'exemple le plus connu d'ailleurs en économie, parce qu'il y a eu peu d'exemples de déflation dans l'histoire, c'est Laval en 1935 en France. Laval a mal terminé, parce qu'il a été fusillé en 1945, mais c'est un homme qui avait donc en 1935 voulu, après la crise de 1929, rigidifier, cristalliser l'économie française en imposant un franc fort, le blocage des salaires, le blocage des prix, exactement ce qu'on a fait maintenant dans les pays du Sud. Eh bien, après un an, l'économie française était par terre, la production industrielle avait chuté de 25% malgré l'apport des colonies, et finalement, Laval a dû céder le pouvoir au Front populaire qui, à cause de la dévaluation du franc qui devenait inéluctable, n'a duré qu'un an. Et donc, par contre, on a d'autres exemples dans l'histoire, je reviendrai tout à l'heure, qui sont des phénomènes d'hyperinflation. L'hyperinflation n'est pas mieux que la déflation, parce que c'est son contraire, c'est en fait imprimer trop de billets pour résoudre les dettes, mais force est quand même de constater que l'inflation contrôlée marche mieux que la déflation. L'hyperinflation, ce qui est dangereux, c'est quand il y a vraiment trop de billets. C'est comme Pierre Desproges qui disait que l'inflation, c'est quand les billets deviennent plus embarrassants que les biens eux-mêmes. Je crois néanmoins que l'inflation aurait été un bon choix. Regardez d'ailleurs, c'est assez intéressant, l'évolution du bilan de la Banque centrale européenne par rapport à d'autres banques centrales. C'est une mesure de la création monétaire qui a été mise en œuvre par les banques centrales depuis 2007, donc les 4 banques centrales les plus importantes, donc la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre, la Bank of Japan, la Banque centrale du Japon, ont vu leur bilan remétré à un indice 100 en 2007. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que, bien sûr, la plupart des bilans de ces banques centrales a augmenté parce qu'il a fallu créer de l'argent frais pour stimuler les économies, mais que contrairement à l'Angleterre, ici en pointillé rouge, qui a beaucoup augmenté son bilan, contrairement à la Fédérale Réserve américaine, qui a fait tout autant, et contrairement à la Banque centrale japonaise, qui a commencé mi-2013 à imprimer de l'argent et qui en imprime beaucoup plus maintenant, la seule banque centrale qui a diminué son total bilantaire, c'est la Banque centrale européenne. Donc de manière absolument incompréhensible, voire sans doute idéologique, nous sommes dans une zone monétaire qui a cru trouver la pierre philosophale de la sortie de crise par une contraction monétaire, c'est-à-dire une austérité monétaire couplée elle-même à une austérité budgétaire, alors que tous les autres pays faisaient l'inverse. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a tant de chômage en Europe, ça explique pourquoi l'euro est tellement fort, ça explique pourquoi les exportateurs souffrent énormément. C'est simplement parce que la politique monétaire d'obédience allemande a pris une orientation contraire à ce que les autres instituts d'émission avaient mis en œuvre. Je pense que quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de reposer
ou en tout cas de faire référence à nouveau à l'engagement démocratique de la Banque centrale européenne, parce que la plupart des banques centrales doivent gérer un portefeuille de risques qui consiste non seulement à gérer le taux d'inflation, mais aussi le niveau d'activité économique et le cours de change, alors que la Banque centrale européenne est la seule qui en fait peut se limiter à gérer le taux d'inflation. On le voit ici d'une autre manière, on voit, c'est un autre métrage, que toutes les banques centrales ont augmenté leur bilan, le Japon étant ici en termes relatifs plus important, et que de nouveau, par rapport à toutes les autres, la Banque centrale européenne a baissé son total bilantaire. Quand on s'intéresse à l'euro, et c'est le reflet de ce qui précède, on doit aussi s'intéresser au fait de savoir si l'euro a réussi son objectif, c'est-à-dire a réussi à devenir une monnaie commune et unique. Eh bien, le fait est que ce n'est pas le cas. L'euro est resté une monnaie unique, mais pas commune, parce que quand on mesure aujourd'hui le pourcentage de dévaluation ou d'appréciation que différents pays subiraient si ces pays retournaient à leur monnaie d'origine, on arrive à des chiffres à s'en faire dresser les cheveux sur la tête. Par exemple, on se rend compte que l'Allemagne, si elle devait revenir aux marques, devrait réévaluer sa monnaie d'à peu près 25%, tandis que la France devrait dévaluer sa monnaie d'à peu près 20%. Donc, entre la France et l'Allemagne, il y a une différence de 45% de cours de change effectif. On se rend compte que certains pays devraient dévaluer bien plus que ça. C'est l'Espagne qui devrait dévaluer au-dessus de 25%, avec sans doute une tendance qui est favorable, mais qui était très négative, sans parler de la Grèce et d'autres pays. Bizarrement, l'Irlande est plutôt proche de la moyenne européenne parce que son économie s'est restabilisée. Mais ça montre quand même qu'il y a un véritable problème. Parce que la question, c'est de savoir où va se trouver cette dévaluation qui ne peut plus avoir lieu, puisqu'un pays ne va pas pouvoir décider seul de s'extraire de la zone euro. Eh bien, c'est très simple. La réévaluation allemande va se trouver dans le plein emploi allemand, ou en tout cas dans un niveau d'activité important. La dévaluation française, empêchée en termes monétaires, va se trouver dans du chômage. Mais au-delà de ça, la dévaluation des pays faibles comme l'Espagne, le Portugal, voire la France, risque un jour de se situer dans un abattement de dette publique, c'est-à-dire des défauts de dette publique égaux au pourcentage de dévaluation qui normalement aurait été mis en œuvre. En d'autres termes, si la dette publique française avait toujours été exprimée en francs français, une dévaluation du franc français de 25% aurait conduit à ce que la personne qui avait une obligation d'État française aurait vu le pouvoir d'achat de la dette publique baisser de 25% par rapport à sa propre devise. Eh bien, si un jour, si on garde l'euro, on devra à un moment sans doute considérer des abattements de dette publique qui sont de l'envergure de ce que les dévaluations auraient mis en œuvre de manière plus progressive au cours des dernières années. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu inquiétant. Voilà. Alors, je terminerai sur cet exposé sur des considérations un peu plus générales. Donc, quand on résume cette crise, cette situation actuelle, on se rend compte que finalement, elle est importante et qu'on rentre ou en tout cas on poursuit un phénomène de déflation par la dette. C'est-à-dire que le monde ayant vécu de manière excessivement endettée, le désendettement massif d'actifs, c'est-à-dire le remboursement des dettes, conduit à une déflation parce que quand on vend des actifs pour se désendetter, on fait baisser bien sûr le prix de ce qu'on doit vendre. C'est un phénomène qui avait été très bien analysé par Fisher, un économiste américain des années 30 et 40, et que donc le désendettement qui est inhérent à la sortie de crise, à moins qu'on fasse bien sûr des défauts, aura des impacts à long terme, non seulement sur la demande, c'est-à-dire le niveau d'emploi, mais aussi le caractère récessionnaire de la crise. On est aussi, comme je le disais, dans un piège de la liquidité, c'est-à-dire une situation qui est caractérisée par le fait que les agents économiques, ayant peur du futur, ne consomment plus, mais épargnent. C'est très étrange comme situation de constater qu'en période de déflation,
ou en période de récession, alors que les prix baissent, les gens épargnent d'autant plus. On pourrait comprendre qu'ils le fassent à court terme en se disant qu'ils vont épargner pour attendre les baisses de prix ultérieures, mais l'augmentation de l'épargne est plus que proportionnelle à la baisse de prix. Donc, on est, quand on est en déflation, et c'est pour ça que c'est tellement compliqué d'en sortir, dans une sorte de tétanie de l'économie qui fait que les gens n'osent plus consommer et épargnent, même à des taux d'intérêt qui ne rémunèrent pas la déperdition de l'inflation, dans des proportions trop importantes. C'est exactement ce qu'on vit en Belgique avec l'importance des montants qui sont mis sur les carnets de dépôt. C'est donc finalement le rôle de la monnaie qui est mis en cause par ce phénomène de thésaurisation excessive. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais c'est clair que si on suivait la réponse donnée par les paramètres économiques, on ne devrait pas, contrairement à ce qu'on nous impose au niveau européen, on ne devrait pas limiter les déficits budgétaires et limiter les endettements, mais au contraire augmenter les endettements publics, profitant de taux d'intérêt extrêmement bas, puisque aujourd'hui l'État peut emprunter à des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire déduction faite de l'inflation, nuls. Donc on devrait en fait relancer l'économie en termes keynésiens par des politiques d'emprunt d'État qui soient affectées à l'économie productive. Mais malheureusement, on sait que ce n'est pas possible puisque nous sommes engagés à respecter un corset budgétaire qui nous oblige à désendetter l'économie. Ce qu'on devrait sans doute faire aussi, c'est demander à la Banque centrale européenne de créer de l'argent frais avec cet endettement nouvellement créé par les États. Si les États pouvaient soudainement augmenter leur endettement, apporter ces dettes à la Banque centrale européenne pour créer de la monnaie, on aurait un double bénéfice. C'est-à-dire que les États pourraient injecter de l'argent dans l'économie, il y en aurait une inflation qui serait créée par cette monétisation des dettes. Mais là aussi, la logique allemande nous empêche de le faire, puisque les Allemands ne veulent pas, on l'a vu dans les courbes tout à l'heure, créer de la monnaie pour stimuler l'économie. Au contraire, ils veulent une politique monétaire contractée. Et donc, je pense que si on n'est pas capable d'augmenter cet endettement, et on n'arrivera pas à le faire, et si on n'est pas capable de manière lourde de créer de l'argent, on va inévitablement, je le disais, dans des défauts de dette, c'est-à-dire qu'on va devoir faire des abattements, des déperditions de dettes dans les pays les plus faibles. La Belgique ne sera pas concernée, mais le sud de l'Europe le sera certainement de manière, à mon avis, assez brutale. Et finalement, quand on prend un peu de recul par rapport à ces événements plutôt conjoncturels que structurels d'ailleurs, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle comme message que peut donner un économiste, ou en tout cas un lecteur de l'économie aujourd'hui? On parle du dialogue entre les marchés et les États. On parle du dialogue entre l'économie privée et l'organisation étatique. On parle de dialogue entre la propriété privée, j'ai pris la cité d'Hammurabi pour l'illustrer, la propriété privée et l'endettement collectif. On parle de la réconciliation, ou en tout cas du solde, ou en tout cas de la perpétuation, du respect d'un contrat social, d'un contrat moral, d'une population qui s'est endettée collectivement à des bénéfices individuels. On parle donc de l'ordre politique qui va devoir être mis en œuvre, ou va devoir s'imposer dans les prochaines années. Et je pense que quand on lit l'histoire, même de manière sommaire, on se rend compte que quand l'ordre monétaire, c'est-à-dire, on va dire la propriété privée au sens large, et l'ordre social sont en cause, l'ordre social prévaut toujours. C'est-à-dire que le symbole de la monnaie ne domestique jamais une économie. Elle en est le produit dérivé, le reflet, le symbole au mieux, mais qu'il est impossible que la monnaie ou le respect de l'endettement public soient des facteurs suffisants
d'ordre social. Au contraire, c'est l'ordre social d'habitude qui renverse l'ordre monétaire. C'est ce que disait Proudhon d'ailleurs quand il disait la propriété privée c'est le vol. C'est ce que disait Marx quand il disait que les obligations d'État étaient un capital fictif, puisque subordonné au maintien d'un certain ordre socio-étatique. Moi, je pense que on est rentré dans un monde d'un tel niveau d'inégalité, dans un monde d'un tel cynisme que les bons sentiments constatés au début de la crise n'ont pas réussi à ébranler, que nous aurons besoin de plus d'État dans les prochaines années, pas de moins d'État, de peut-être beaucoup plus d'État. Et peut-être qu'on est rentré, par l'endettement public, par ce contrat que nous avons signé avec nous-mêmes, inéluctablement dans une étatisation plus forte de l'économie, qu'on va devoir traverser peut-être comme un trou noir, en imaginant que certains symboles peuvent être modifiés, comme la monnaie ou la dette, avant de retrouver ce qu'on a pu qualifier d'économie marchande des années 80. J'ai l'impression, de plus en plus, ce n'était pas ma conviction en 2008, et à l'époque je dirigeais la bourse et j'avais sans doute une vision un peu trop mathématique de l'économie, ce n'était pas la vision que j'avais en 2008, mais je pense qu'aujourd'hui l'absence de solutions structurelles en termes de partage des richesses, en termes de déconcentration des richesses auprès d'un nombre limité de personnes, l'absence de solutions apportées à la jeunesse, qu'on met au chômage comme prix de l'ajustement monétaire qu'on veut imposer, je pense que tous ces ajustements devraient nous interpeller et qu'il serait peut-être sain que nous ayons une réflexion plus approfondie, individuelle d'abord, collective ensuite, sur le type de société dans laquelle on veut vivre. Et je crois que celle que cette crise a révélée et dont on continue à vouloir étançonner les bases, n'est à mon avis pas la bonne. Je pense qu'on va devoir vraiment arriver dans un monde qui est plus juste, plus partageant, plus égalitaire, et que ça devra sans doute passer ça devrait sans doute passer par une étatisation temporaire peut-être, un peu plus forte de l'économie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.